Bonjour à tous, nous terminons cette séquence de cours sur l'alimentation en nous intéressant plus spécifiquement à la nutrition et aux conseils alimentaires que l'on peut retrouver à différents endroits. On va essayer également de comprendre un petit peu ce que les compagnies qui fabriquent des aliments écrivent sur les fameuses fiches de valeur nutritive. Donc on va décortiquer un petit peu tout ça. Alors déjà, on se rappellera que lorsqu'on mange, dans le fond, on fait rentrer dans notre corps différentes molécules. C'est ce qu'on a vu à travers les 3 premiers cours. Et que ces molécules, eh bien, vont nous servir soit de matériaux de construction, soit de ressources énergétiques, ou un nouveau terme, c'est d'agents métaboliques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on mange, dans le fond, on a 3 grands objectifs. On fait rentrer des ressources énergétiques, on fait rentrer des matériaux de construction, et on fait rentrer des substances qui vont déclencher des réactions ou permettre certaines réactions. Donc là, ici, vous avez les catégories alimentaires qu'on avait croisées dans les premiers cours. Et dans le fond, en résumé, eh bien, on sait que l'essentiel de ce qu'on mange, notamment au niveau des protéines et des lipides, va servir de matériaux de construction. On se rappellera que les protéines qu'on mange nous permettent de fabriquer nos propres protéines. Et pour les lipides, eh bien, on se rappellera également que beaucoup de lipides servent à fabriquer des molécules dans notre corps, ou même tout simplement les membranes des cellules. Alors, 2 grandes catégories alimentaires vont servir de ressources énergétiques. Donc, les lipides peuvent et vont servir de ressources énergétiques, et les glucides, évidemment, sont des molécules qui servent essentiellement en apport d'énergie dans notre corps. Enfin, l'eau, les vitamines et les sels minéraux sont plutôt des substances chimiques qui sont ce qu'on appelle des agents métaboliques, donc qui vont permettre certaines réactions dans notre organisme. Alors, on va tout de suite observer une fiche de valeur nutritive et on va, donc vous êtes habitués, vous en avez déjà croisé, donc on va préciser quelques informations importantes. Premièrement, il faut bien regarder une fiche de valeur nutritive. La première ligne est importante pour bien comprendre de quoi on parle. Donc ici, vous avez une sorte de boîte à framboise. Ça, c'est la fiche de valeur nutritive qui correspond. Et en haut, on va nous informer du volume qui doit être pris en compte pour l'analyse qui est donnée en dessous. Autrement dit, tout ce qui est écrit en dessous correspond à 100 grammes de framboise. Et ça, c'est un quart à peu près de la boîte, ou ce qu'ils appellent le sac. Donc c'est important parce que si on mange toute la boîte, eh bien dans le fond, on mange 4 fois ce qui est écrit ici. Alors, donc pour 100 grammes de framboise, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver différentes informations qu'on voit ici, et on reconnaît eh bien toutes les catégories alimentaires qu'on a croisées dans le cours, à savoir les lipides avec les fameux acides gras saturés et les gras trans, le cholestérol qui est une catégorie de lipides, le sodium qui est une catégorie de sels minéraux, les glucides avec les sous-catégories sucre et fibres. Alors ce qu'ils appellent sucre, c'est en fait ce que nous sommes capables de digérer, et les fibres, je vous rappelle, sont des glucides qu'on ne digère pas, ainsi que la famille des protéines qu'on a vu dernièrement, et en dessous vous voyez certaines vitamines et sels minéraux. Donc on nous décortique un petit peu ce qu'on va retrouver dans l'aliment, et ce qu'on va tout de suite clarifier, c'est cette histoire de pourcentage à droite, donc ce qu'on appelle le pourcentage de valeur quotidienne. Donc si on mange 100 grammes de framboise, eh bien on fait rentrer dans notre corps à peu près 1% des lipides qu'il faudrait qu'on fasse rentrer dans notre corps. Autrement dit, au niveau des lipides, on n'en fait pas rentrer beaucoup par rapport à ce qu'il faut rentrer sur une journée. Par contre, on voit que ça fait rentrer 26% des fibres qu'il faut consommer sur une journée. Autrement dit, en mangeant 100 grammes de framboise, on a déjà fait rentrer un quart des fibres nécessaires à une bonne alimentation. Et on a même fait rentrer presque la moitié de la vitamine C dont on a besoin sur une journée. Donc ce pourcentage-là est pas toujours très bien compris. Donc il s'agit vraiment d'une proportion. Donc si on mange ce qui est écrit en haut, ça nous indique quelle proportion de la catégorie alimentaire on fait rentrer dans notre corps. On va enchaîner ici à gauche avec les informations en grammes. Donc ça c'est simple, hein, c'est que pour 100 grammes de framboise par exemple, on a 0,5 g de lipides, on a 1 mg de sodium, 12 g de glucides, etc. Et la dernière catégorie que je vous ai pas décrite, c'est la catégorie des calories, je vous en parle après. Donc on reconnaît les grandes familles qu'on a déjà croisées, et maintenant on va aller s'intéresser aux calories. Alors les calories, c'est une unité qui est très utilisée dans le monde de l'alimentation. Ça n'est pas l'unité officielle de l'énergie, même si ça représente de l'énergie. Officiellement en sciences, c'est le joule qui est l'unité officielle.
Alors en fait, lorsqu'on parle de calories, eh bien, il faut bien savoir que c'est une sorte d'unité énergétique, mais qu'il y a une petite transformation à faire pour passer des calories au joule. Alors normalement, pour passer d'une calorie au joule, eh bien, on a le rapport qui est ici. Donc une calorie correspond à environ 4,18 joules. Après, il y a un autre problème dont je vous parlerai après par rapport aux calories qui sont indiquées dans les aliments. Alors rapidement, ce que vous voyez ici, c'est un tableau que l'on peut trouver sur Internet par exemple, et qui me permet de savoir combien de calories je suis censé consommer sur une journée. Je rentre mon âge, ma taille, mon poids, savoir si je fais de l'exercice ou pas, et en dessous, vous allez indiquer le nombre de calories qu'il faut que je consomme, à savoir 2701 calories pour moi dans mon calcul. Alors il faut bien comprendre que cette information n'est pas vraie, dans le sens où la calorie qui est utilisée en alimentation, déjà c'est pas l'unité officielle qui devrait être le joule, mais en plus de ça, c'est pas vrai que c'est 2700 calories que je dois consommer en une journée. En fait, ce sont des kilocalories. Donc ils n'écrivent plus kilos depuis longtemps. Certains vont mettre le C en majuscule, mais en réalité, c'est 2 700 000 calories que je dois consommer sur une journée. Alors c'est très mêlant tout ça. Donc l'idée c'est faire attention. Si on voit une calorie en majuscule, normalement c'est censé être des kilocalories, mais vous voyez ici on n'a même pas pris la peine de le mettre en majuscule. Donc c'est très embêtant au niveau du rapport énergétique. Alors en résumé, vous allez peut-être mieux comprendre avec ce qui est ici. Si on consomme 1 gramme de glucides, donc le pain représente les glucides ici, eh bien on fait rentrer dans notre corps où ça correspond à 4000 calories. Mais dans le langage alimentaire actuel, c'est 4 calories, donc vous voyez avec une petite majuscule ici. Si on consomme 1 gramme de lipides, ça correspond à 9000 calories, ou 9 calories avec une majuscule. Et enfin 1 gramme de protéines, ça correspond également à 4000 calories. Alors rappelez-vous, les protéines la plupart du temps ne se transforment pas en énergie, c'est plutôt un matériau de construction, c'est la même chose pour les lipides, mais ça peut devenir de l'énergie. Et à ce moment-là, pour 1 gramme de protéines, c'est 4000 calories, ou 4 calories majuscules. Alors c'est intéressant d'avoir ces rapports. Ces rapports, il ne faut pas les connaître par cœur, on va vous les donner un jour d'examen éventuellement, donc ces équivalences énergétiques. Mais ça nous permet d'aller vérifier si les calculs qui sont faits pour faire ces fiches sont vrais. Donc regardez ici, on sait qu'un gramme de lipides correspond à 9 calories majuscules. Ici on nous informe qu'il y a 50 calories majuscules au total. Alors on peut calculer qu'avec les lipides, 0,5 g de lipides, eh bien on devrait avoir 4,5 calories majuscules. Donc pour la section ici, 4,5. Pour la section des glucides, on en a 12 grammes. 1 gramme de glucides correspond à 4 calories avec un majuscule, ou 4 kilocalories. Alors ça voudrait dire qu'il y aurait 4 fois 12 calories, donc 48 calories juste pour les glucides. Il n'y a pas de protéines, donc il n'y a pas de calcul à faire pour cette ligne. Et si on additionne les glucides et les lipides, eh bien on va se rendre compte qu'on est assez proche de l'information qui est donnée en haut. Donc pour les lipides, 9 calories pour chaque gramme fois 0,5 g. Pour les glucides, 4 calories pour chaque gramme fois 12 grammes. Pour les lipides, il n'y en a pas, donc on ne met pas la ligne des lipides. On fait le calcul, on additionne et on trouve 52,5 calories. Ce qui est très proche de la valeur qui est indiquée ici, 50. Donc aux arrondis près, c'est quand même très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut consommer sur une journée? Évidemment, il y a certaines personnes qui surveillent les calories, mais de manière générale, si on ne veut pas stresser trop avec l'alimentation, il est beaucoup plus sain de s'intéresser à ce qu'on mange et de s'intéresser plutôt aux catégories d'aliments qu'on va manger. Alors ça, j'ai mis un panneau pour dire que ça n'est plus d'actualité. Le guide alimentaire canadien a changé. On ne présente plus l'alimentation maintenant par proportion comme on faisait avant, avec 8 portions, si tu es un adolescent, etc. Maintenant, le concept est beaucoup plus simple. C'est une image qu'on vous présente. Donc voilà ce que l'on doit consommer sur une journée. Donc vous avez l'assiette de ce qu'on doit consommer sur une journée, et en gros, la moitié de ce qu'on mange sur une journée, ça devrait être des fruits et des légumes. Un quart, ça devrait être des aliments riches en protéines, et un quart, ce sont des aliments riches en glucides, comme par exemple les pâtes, le riz, etc. Et en plus de ça, il y a quelques petits commentaires qu'on rajoute. Évidemment, il faut boire beaucoup d'eau, il n'y a pas de limite. Essayez de varier les sources de protéines. Et idéalement, essayez de manger des aliments avec des grains entiers pour éviter une grande assimilation trop rapide. Donc c'est visuel, c'est simple. Voilà à quoi devrait correspondre une alimentation équilibrée.
On va rajouter que les aliments que l'on consomme ne sont pas toujours des aliments frais et que nous avons, nous les humains, inventé des techniques pour conserver les aliments. Alors l'objectif est toujours le même, c'est de détruire les micro-organismes qui viennent abîmer les aliments. Alors, les méthodes qui existent, eh bien, il y a des méthodes qui sont relativement anciennes, comme mettre des agents de conservation, par exemple du sel sur les aliments qu'on retrouve sur les charcuteries, et qui permet de conserver les aliments. Donc c'est quand même de la viande qu'on arrive à conserver pendant un bon moment. On a inventé d'autres molécules depuis, d'autres produits, d'autres agents de conservation, mais le sel c'en est un. Il y a la réfrigération, comme vous le savez, qui permet de limiter la multiplication des micro-organismes et donc de conserver les aliments. Donc cette méthode, elle est utilisée par presque tout le monde. On a tous un réfrigérateur et un congélateur à la maison. Ensuite, il y a la déshydratation. Donc on peut enlever carrément l'eau des aliments pour essayer de les conserver plus longtemps. Certains aliments vont conserver un goût agréable en étant déshydratés. Donc c'est souvent ce qu'on va manger quand on fait des randonnées. Ensuite, il y a des méthodes un peu plus industrielles. On peut irradier l'aliment avant de le refermer. Donc ça permet de détruire tous les micro-organismes qui seraient éventuellement à sa surface et ensuite on le ferme de manière stérile pour éviter que les micro-organismes viennent s'installer. On va évidemment pouvoir cuire les aliments. En cuisant les aliments, on détruit les micro-organismes qui sont à leur surface, ce qui nous permet de les conserver un petit peu plus longtemps. Et enfin, il existe une méthode qui s'appelle la pasteurisation, qui est une cuisson à très haute température, mais très rapide, qu'on utilise notamment pour les produits laitiers. On va rapidement parler des OGM qui sont aussi impliqués dans les aliments actuellement. Donc un OGM, c'est quoi? C'est un organisme génétiquement modifié. Il existe notamment par exemple des maïs génétiquement modifiés, relativement connus, ou d'autres aliments, du riz, du colza. Alors qu'est-ce que c'est modifier génétiquement un aliment? La plupart du temps, donc, c'est simplement prendre un morceau d'ADN qui nous intéresse, donc à l'intérieur d'une bactérie par exemple. Vous voyez ici c'est une bactérie, on récupère un petit morceau d'ADN qui nous intéresse, et cet ADN, on va l'insérer dans l'ADN d'une cellule, donc d'une cellule végétale, dans notre cas ici, afin que la cellule, donc la première cellule, évidemment on l'insère dans une cellule, pour que cette cellule ait la propriété génétique que la bactérie avait. Par exemple, la bactérie est capable de libérer une substance qui tue les insectes autour d'elle. On appelle ça un insecticide. Eh bien, on insère donc le gène qui crée l'insecticide dans la première cellule, on fait se multiplier la cellule, et ensuite on va planter les plants qu'on a créés dans la terre, et toutes les cellules de ces plants auront la capacité de créer un insecticide. Alors, vous voyez les différentes étapes qui apparaissent. Actuellement, on s'en sert surtout pour améliorer les productions. Donc on peut permettre à la plante de créer des herbicides pour empêcher les mauvaises herbes de pousser autour, des pesticides pour tuer les insectes, et également pour se développer, être capable de résister à des champignons, à des virus ou à d'autres bactéries. On terminera ce cours par une importante information. Il faut apprécier la nourriture, le plaisir alimentaire, le plaisir de manger, le plaisir de se faire plaisir finalement, est à la base d'une alimentation saine et équilibrée. Donc on sait ce qu'il faut manger, on sait quels sont les volumes, les proportions, on l'a vu tout à l'heure avec l'assiette, mais il est très important de se permettre de temps en temps de manger un petit peu les aliments qui nous font plaisir. C'est pas grave, une fois par semaine, de manger un hamburger ou des sandwichs, ou peu importe. L'important c'est que la nourriture soit équilibrée en moyenne, la plupart du temps. Et aimer manger et faire attention à ce qu'on mange, c'est le meilleur moyen d'avoir une alimentation équilibrée. Voilà pour ce cours sur l'alimentation.